Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons parler de deux sujets très geeks. Il s'agit de la loi de Moore et des FPGA. Alors si vous savez pas ce que c'est, eh bien restez dans cette vidéo parce que je vais vous expliquer ça tout en détail. Tout d'abord parlons de la loi de Moore. Alors qu'est-ce que c'est que la loi de Moore? C'est tout simplement un truc qui prédit que les processeurs seront de plus en plus puissants et de moins en moins consommateurs avec le temps, parce qu'on pourra mettre de plus en plus de transistors à l'intérieur d'un même processeur dans le même espace pour à peu près le même prix. Alors, pourquoi cette loi arrive à prédire que ce sera le cas? Eh bien tout bêtement parce qu'on miniaturise petit à petit une chose très importante, c'est l'espace qu'il y a entre les deux bornes principales d'un transistor à l'intérieur d'un composant comme un processeur. Alors, pourquoi cet espace diminue? Tout simplement parce qu'on arrive à baisser, en gros, on arrive à augmenter plutôt la précision des principes de fabrication qui permettent de faire ça. Et le truc, c'est que là, on est arrivé à une autre étape depuis déjà quelques temps. Je crois que c'est depuis le 32 nanomètres, un truc comme ça, qu'on est arrivé à cette étape-là. C'est-à-dire que maintenant, il suffit pas juste de bêtement baisser la taille des liaisons, etc., et de baisser la taille du processeur pour obtenir un meilleur processeur, qui chauffe moins, qui est plus puissant, etc., etc., c'est que maintenant il faut réfléchir à ce qui se produit quand on baisse, parce que maintenant il commence à y avoir des conséquences. La conséquence n'est pas tout simplement le fait que c'est plus difficile à faire. La conséquence maintenant, c'est que maintenant quand on le fait, il y a des processus de l'ordre de la physique quantique qui se produisent. Je vais pas rentrer dans les détails à ce propos, mais en fin de compte, ça veut dire qu'il peut y avoir des électrons qui se téléportent dans le processeur, parce que les liaisons sont tellement petites que maintenant ils ne suivent plus immédiatement et seulement et uniquement ce qui est conducteur. Ils peuvent passer à travers ce qui n'est pas conducteur. Ça devient un petit peu problématique, et donc il faut comprendre, etc., et ça devient de plus en plus difficile, en fait, de faire un processeur qui est de plus en plus petit. Bon, c'est pas impossible non plus, mais maintenant on est arrivé au 14 nanomètres. Intel est arrivé au 14 nanomètres, et les autres entreprises aussi, plus ou moins, et il y a un problème à propos du 14 nanomètres, c'est que maintenant on peut mettre que très peu d'électrons. Vous voyez, on est arrivé à un niveau qu'on a baissé, vous savez, ça c'est la taille des deux barrières qu'il y a de chaque côté d'un transistor. On baisse. Là, on est arrivé à un tel niveau de miniaturisation qu'il peut y avoir que, à la queue leu entre les deux, que très peu d'électrons. On est à, on est à un fragment près de devenir, qu'en fait ce soit passant entre les deux, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'y a plus rien qui isole, parce que un transistor, le principe c'est de faire en sorte que un coup ça isole, un coup ça n'isole pas. C'est le principe d'un transistor, c'est qu'on peut commander le fait qu'il laisse passer le courant, qu'il ne le laisse pas passer du tout. Alors la question que nous allons nous poser, c'est qu'est-ce qui se passe si on ne peut plus miniaturiser le processeur? Comment peut-on faire pour réussir à obtenir des processeurs qui continuent à consommer moins tout en étant plus puissants, ou qui continuent à être plus puissants tout en consommant pareil, ou ce genre de choses. Enfin, vous voyez, cette espèce de lien qu'il y a qui est vraiment très intriqué, quoi, entre la consommation et la puissance. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si on veut faire un truc plus puissant, et qu'on reste dans le même processus de fabrication, il faut obligatoirement qu'il chauffe plus. Sauf si on est plus astucieux. Alors, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité, c'est de faire un processeur qui est plus performant, mais en étant fabriqué de la même façon, en fait, en le rendant plus intelligent, c'est-à-dire en faisant en sorte que les opérations aient moins de pénalités, etc., en matière de performance. Comment dire ça? C'est assez compliqué, mais disons que regardons un petit peu des exemples de processeurs qui existent actuellement. Nous avons les Intel Atom 14 nanomètres qui viennent juste de sortir, et nous avons à côté certains processeurs ARM qui sont presque aussi puissants, mais qui sont faits en 28 nanomètres, et qui chauffent souvent à peu près pareil, voire un peu moins. Donc vous voyez un petit peu le problème, c'est que nous avons chez Intel une architecture qui est quand même beaucoup moins optimale en matière de performance, et c'est là où on peut arriver. Si Intel n'a plus ce leadership en matière de processus de fabrication des processeurs, c'est-à-dire que si tout le monde est en 14 nanomètres et qu'Intel ne peut pas inventer le 11 nanomètres, ou encore moins que ça, pour faire en sorte qu'ils arrivent à rentrer en compétition encore, ils seront obligés de faire des processeurs plus performants avec des technologies différentes en fin de compte. Donc le problème c'est qu'il faut simplifier le processeur. Alors vous allez me dire c'est simple de simplifier quelque chose, c'est toujours plus simple quand c'est simplifié.
pas forcément, parce que les processeurs Intel, le problème c'est qu'ils fonctionnent avec énormément d'abstraction. Le processeur fonctionne pas du tout de la même façon que de la façon qu'il communique avec le reste du hardware. En fin de compte, comment dire, c'est un peu comme si Intel avait changé l'intégralité du fonctionnement du processeur, mais qui voulait rester compatible, enfin même c'est pas un peu, c'est exactement comme ça, mais qui voulait rester compatible avec les programmes qui sont déjà existants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis un interpréteur entre les deux qui va traduire le programme dans le langage qu'utilise réellement le processeur, et ensuite, le processeur donne ce truc, et va ensuite retraduire ça à nouveau, de telle manière que ce soit compréhensible par les programmes. C'est une étape complètement non nécessaire, mais si on l'enlève, tout devient incompatible en fait avec ce processeur. On est obligé de refaire tous les programmes. Et Intel n'a pas envie de faire ça, parce que voilà, il y a l'histoire, Windows, etc., etc., ils veulent garder la compatibilité avec les anciens programmes, etc., etc. Bon, c'est une solution, c'est une possibilité tout à fait correcte, mais de nos jours, avec Android, etc., enfin avec ce genre de principe, eh bien, on arrive à des niveaux aussi qui permettent de faire en sorte que le programme peut être compilé dans plusieurs langues, enfin plusieurs, on va dire, langage machine, pour être plus précis, c'est-à-dire qu'en fin de compte, il peut être compilé pour plusieurs types de processeurs différents, et quand on le télécharge, ça nous fait télécharger seulement la bonne version, la version Intel, la version ARM, la version tout ce qu'on veut. Donc c'est plus autant un problème qu'avant, même si ça demande un petit peu de travail du côté des développeurs. Mais voilà, Intel a envie de garder ça, ils ont pas envie de faire des ARM. Mais si Intel faisait des processeurs ARM, avec leur technologie à eux, il y a de grandes chances qu'ils arrivent à faire des processeurs beaucoup plus performants que les autres. Mais Intel a bizarrement une sorte d'ego, etc., qui les empêche de faire ça. Bon, pourquoi pas. Donc, et puis aussi, ils ont envie très certainement d'explorer des marchés différents, genre par exemple les tablettes Windows, les smartphones, qui pourraient peut-être éventuellement à l'avenir devenir compatibles avec les vrais programmes Windows pour ordinateurs fixes, ce genre de choses, oui, pourquoi pas à la limite, mais Microsoft peut aussi adopter le principe du store, ce qu'ils sont d'ailleurs en train de faire, et faire en sorte que le programme soit compilé pour différentes architectures. Bon, donc ça, c'est totalement faisable, mais pour l'instant ce n'est pas le cas. Ok. Donc, là où je voulais en venir, c'est que une des solutions, c'est de faire des processeurs qui soient plus simples, qui n'aient plus de trucs qui sont complètement inutiles à l'intérieur du processeur, comme je vous l'ai dit, cette étape supplémentaire de l'interprétation du programme, enfin d'un langage machine différent que celui-là qui est utilisé réellement dans le processeur. Ça peut être une étape qui peut être supprimée, et il n'y a pas ça dans les processeurs ARM. Ce qui fait que, ils sont forcément plus performants s'ils sont fabriqués avec le même type de processus de fabrication, c'est-à-dire du 28 nanomètres HPM pour un Intel ou pour un processeur ARM, permettra obligatoirement d'obtenir un processeur ARM qui aura des performances meilleures. Peu importe l'optimisation qu'Intel met à l'intérieur de son interpréteur, pas d'interpréteur sera toujours plus intéressant qu'un interpréteur même extrêmement peu consommateur. Donc bref, bon, c'est pas non plus un énorme impact, mais il y en a un, et il est indéniable. Et c'est ce genre de choses que l'on pourrait faire. Mais bon, ça a quand même des limites. Et à un moment, on ne pourra pas optimiser un processeur pour être plus performant tout en étant dans le même type de processus de fabrication. Alors ce que l'on peut faire aussi, c'est faire quelque chose qui a déjà été fait avec le 28 nanomètres justement. Il y a plusieurs types de 28 nanomètres, et il y a plusieurs types aussi, bien entendu, de types d'autres trucs. Genre, par exemple, il y a plusieurs types, très certainement, de 32 nanomètres, etc., etc. Enfin, c'est-à-dire qu'en fin de compte, le processus de fabrication, il existe plusieurs types de ce processus de fabrication. Et l'un de ces types-là, c'est le 28 nanomètres LP, et le 28 nanomètres HPM. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? C'est tout simplement qu'ils ont amélioré la façon dont les transistors sont agencés, ce genre de choses, pour faire en sorte que certes, c'est plus compliqué à fabriquer, certes, ça demande peut-être des matériaux un petit peu plus nobles, etc., donc c'est un peu plus cher, mais ça permet de repousser les limites d'un type de processus de fabrication, tout en restant dans le même type de processus de fabrication. C'est-à-dire, on reste dans le 28 nanomètres, mais le 28 nanomètres HPM est quasiment plus performant qu'un 22 nanomètres classique, on va dire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on reste dans le 28 nanomètres, mais on chauffe moins et on a de meilleures performances que si on utilise un 28 nanomètres classique. C'est par exemple ce qui permet de faire en sorte que, prenons des processeurs Mediatek, parce qu'ils ont fait le saut du 28 nanomètres au 28 nanomètres HPM dans la même génération, donc on peut voir ce que ça donne. C'est-à-dire que pour chauffer et consommer autant, voire plus,
On avait d'un côté le 6582 de chez Mediatek qui utilisait un quad-core à 1,3 GHz avec un GPU très peu performant qui est un Mali 400 à 2 cœurs, bon très peu performant, c'est relatif hein, bien sûr, à 2 cœurs à 500 MHz. De l'autre côté, en chauffant autant, en consommant autant, on avait un truc beaucoup plus performant, à savoir un octocœur. C'est juste le processus de fabrication qui a permis de faire ce bond. Octocœur 1,7 GHz, qui chauffe aussi peu, voilà, c'est exactement le même truc. Et pour le GPU, quelque chose de bien meilleur, un Mali 450, quad-core au lieu de dual-core, à 700 MHz au lieu de 500 MHz. À savoir que si on compare un seul cœur à fréquence égale de Mali 400 et de Mali 450, il y a là aussi 33% de performance en plus dans le même... enfin voilà, au niveau du... Donc bref, c'est plus double de cœur, énormément de fréquences en plus, 200 MHz, c'est presque, bon c'est pas non plus exactement le cas, mais c'est voilà, bon c'est, on va dire dans les 20% de performance en plus, rien que par le boost de fréquence, plus 33% de performance en plus, rien que par le fait d'avoir changé de type de GPU. C'était très certainement pas possible de mettre un dual-core Mali 450, dans les autres ça chauffait peut-être déjà trop. Donc voyez un petit peu le niveau de, enfin le niveau de bond qu'il peut y avoir, rien qu'en améliorant un processus déjà existant. Donc quand on sera arrivé au maximum possible, c'est-à-dire quand on sera arrivé par, disons que le maximum ce sera peut-être 11 nanomètres, si on n'arrive pas à descendre en dessous, on pourra toujours essayer d'améliorer en trichant, on va dire, en faisant du matériel plus noble, plus cher à fabriquer du coup, et donc ça fera augmenter peut-être petit à petit le prix des composants. Mais bien entendu, ça aussi, ça a ses limites. Et au bout d'un moment, on ne pourra plus enrichir le matériel avec quelques matériaux spéciaux, etc., des trucs des astuces pour faire en sorte de piéger les électrons, ce genre de choses. Les électrons qui s'échappent. Vous savez, je vous ai parlé des électrons qui, par effet de la mécanique quantique, ont tendance à se téléporter à certains endroits. Et donc, la technique, c'était de faire en sorte qu'il y ait une sorte de piège à électrons en dessous du processeur qui fait que dès qu'un électron s'échappe, il s'échappe parce qu'il est attiré en priorité par quelque chose de très conducteur, je suppose que c'est ça l'idée, il s'échappe dans une masse en métal qu'il y a en dessous du processeur. Donc pam pam pam, tous ces électrons perdus, pouf, rentre à l'intérieur de ce truc, de ce piège à électrons, et se retrouve ensuite en électricité gaspillée en fait. Et donc, au bout d'un moment, on ne pourra plus aller plus loin, on sera obligé de pouvoir, enfin, de trouver des astuces plus intelligentes. Donc, bref, bon, disons que l'optimisation est encore possible. Disons que, sans augmenter, enfin, sans améliorer le processus de fabrication, on arrive à grappiller encore, on va être extrêmement généreux, 33% de performance. Eh bien, ça reste toujours 33% de performance qui seront très difficiles. Enfin, après ça, on est coincé, quoi. Et ces 33% de performance vont être extrêmement difficiles à obtenir. Est-ce qu'on peut obtenir des performances supplémentaires avec d'autres composants autour du processeur? Pas vraiment. La mémoire flash, on pourra l'améliorer, mais c'est pas vraiment ce qui bloque les ordinateurs, y compris que les ordinateurs, les téléphones portables, etc., etc. La mémoire flash a plus tendance à être un problème. En plus de ça, maintenant, la mémoire flash, elle est devenue tellement rapide et contient tellement que certes, on pourra toujours améliorer, on pourra toujours trouver un autre moyen, etc. Mais la mémoire flash a les mêmes problèmes que les processeurs. Eux aussi sont fabriqués dans des processus de fabrication style 22 nanomètres et compagnie, et eux aussi, au bout d'un certain temps, on n'arrivera plus à obtenir une densité meilleure, en fait. Et le problème aussi avec la mémoire flash, qui est d'autant plus problématique, c'est que plus on réduit le processus de fabrication pour la mémoire flash, et moins elle a de réécriture possible avant que la mémoire flash crève, tout simplement, avant qu'elle perde en performance et qu'elle meure parce que elle a trop été utilisée. Donc, gros problème à ce niveau-là, d'ailleurs. Mais bon, voilà, donc la mémoire vive, c'est pareil, c'est pas tellement la peine de continuer à augmenter la vitesse de la mémoire vive, mais peut-être que si on arrive à augmenter la vitesse de la mémoire vive d'une manière assez phénoménale, mais il faudrait vraiment que ce soit incroyable, hein, et que le bus mémoire entre la mémoire vive et le processeur soit tellement rapide qu'il n'y ait plus besoin de cache L2 ou de cache L1 ni quoi que ce soit, ou en tout cas besoin d'un cache L2 beaucoup plus petit, eh bien peut-être qu'on arrivera à récupérer ces transistors pour améliorer les performances du processeur. Donc ça peut faire partie de ces petits quelque chose qui pourrait faire en sorte de continuer à augmenter les performances malgré qu'on soit bloqué et qu'il n'y a plus aucune issue secondaire.
Donc ça c'est possible. Donc ça peut être une possibilité entre autres. Mais ça paraît difficile, ça paraît même... ouais, c'est très très difficile à voir comment c'est faisable. Personnellement, je pense que le cache L2 sera toujours aussi important. Surtout à savoir une chose, le cache, la mémoire cache, si vous savez pas ce que c'est un petit peu de mémoire vive à l'intérieur du processeur pour faire en sorte que, vu que la mémoire vive est beaucoup plus lente que la mémoire que l'on peut intégrer directement dans le processeur, eh bien faire en sorte qu'on n'ait pas besoin d'aller chercher cette mémoire en permanence directement dans la mémoire vive. Ça saturerait le bus, c'est-à-dire en gros la liaison qu'il y a entre le processeur et la mémoire vive. Si c'est saturé, eh bien ça fait perdre des performances. Cette mémoire cache en fait permet de garder en mémoire le plus important, c'est-à-dire les routines du programme, ce genre de choses, et de ne pas avoir à aller les récupérer dans la mémoire vive aussi souvent, ni même avoir à les récupérer du tout en mémoire vive. Donc, ça permet en fait de faire en sorte que ce bus mémoire soit maximisé. C'est pour ça que certains processeurs, qui ont énormément de cache, comme par exemple les AMD FX, ne sont pas autant impactés par de la mémoire vive plus rapide, parce que de toute façon, c'est pas ça qui leur pose problème, car ils ont déjà stocké l'intégralité de ce dont ils ont besoin dans la mémoire cache, pas besoin d'aller chercher autant d'informations dans la mémoire vive, donc moins de saturation du bus mémoire. Donc bref. Mais voilà, la mémoire cache, le truc, c'est que ça consomme moins d'électricité et ça chauffe moins aussi que le reste du processeur. Donc réduire la mémoire cache permettra, disons, de gagner, on va dire, disons que disons qu'on a baissé de 75% la taille de la mémoire cache. Donc on a tous ces transistors qui ont été récupérés. Bah on pourra en récupérer peut-être que seulement 25%, pour les intégrer à l'intérieur du processeur, parce que ces 25% chaufferont autant que les 75% du cache L2 qu'il y avait avant, parce que un cache L2 c'est moins sollicité, je suppose en tout cas, j'ai lu ça quelque part, je sais pas si c'est encore le cas, mais a priori, la mémoire cache consomme moins d'électricité et moins sollicité que les parties réellement opératives du processeur, quoi. Il y a une autre possibilité dans ce domaine, c'est au contraire de rendre le processeur plus complexe, gaspiller des tonnes de transistors à faire des choses qu'on ne fait pas tout le temps. Exemple, c'est spécialiser des parties du processeur. On a le processeur, le CPU, la partie classique du processeur, qui elle est spécialisée dans rien, elle peut faire un peu tout ce qu'on veut. Ensuite, il y a le processeur graphique, qui lui est spécialisé dans tout ce qui est, traitement d'image, ce genre de choses. Bon, on parle de réutiliser une partie du GPU pour assister le processeur normal dans des tâches normales, on va dire, c'est-à-dire des tâches du style, encoder une vidéo par exemple, ce genre de truc. Bon, c'est possible, mais dans ce qui est le domaine du téléphone portable par exemple, ou d'un ordinateur portable, ça n'est pas possible, parce que utiliser le CPU et le GPU en même temps, les deux à fond les ballons, c'est pas possible du tout, ça va chauffer tellement fort que l'un et l'autre vont baisser leur performance de telle manière que on arrive à peu près au même niveau de performance, parce qu'on sera obligé d'avoir un niveau de dégagement thermique qui devra être maîtrisé pour pas que ça surchauffe. Ça c'est surtout le problème avec les ordinateurs portables très fins, etc. Intel est rentré dans le jeu de ce concept-là, qui n'est peut-être pas forcément une très bonne idée, parce que ça fait baisser les performances énormément, parce que ça fait en sorte que dès que le processeur consomme plus d'un certain nombre de watts, ça fait baisser les performances. Ou dès qu'il arrive, ça dépend, ça peut être le nombre de watts, ou la chaleur dégagée, c'est l'un ou l'autre, ou les deux à la fois. Donc, dès que ça arrive à une certaine chaleur, ou à un certain nombre de watts consommés, pouf, les performances baissent petit à petit, pour faire en sorte que le processeur reste à la bonne température ou reste à la bonne consommation. Ce qui veut dire que utiliser le GPU en même temps que le CPU, vu qu'utiliser le CPU à fond les ballons tout seul permet déjà de maximiser le nombre de watts possibles utilisables, ou de watts thermiques dégagés, c'est-à-dire la chaleur dégagée, donc utiliser le GPU en même temps, c'est-à-dire pas utiliser que le GPU ou que le CPU, fera en sorte que les deux seront obligés d'arriver à un terrain d'entente et de baisser la fréquence de l'un ou de l'autre, ou des deux à la fois, trouver un médium, quoi, pour faire en sorte que ça reste à température normale. C'est comme ça sur les téléphones portables, justement, là où c'est totalement impossible d'utiliser les deux à la fois.
L'idée serait donc d'utiliser ce qu'on appelle des DSP. Alors j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, mais c'est surtout dans le domaine de la vidéo, actuellement c'est encore utilisé, c'est faire en sorte, sauf dans les processeurs Intel, ça offre d'ailleurs un avantage à d'autres types de processeurs, notamment les processeurs ARM, parce que très souvent ils intègrent une solution de décodage vidéo hardware, et d'encodage vidéo hardware aussi. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au lieu d'utiliser le processeur ou le processeur graphique pour encoder la vidéo, il s'agit d'un encodeur, c'est-à-dire du hardware qui est spécialement dédié uniquement, je dis bien uniquement, purement et simplement, à lire de la vidéo ou à encoder de la vidéo, et ne peut pas faire autre chose. Il peut faire que ça. Alors, vous vous demandez peut-être comment c'est possible de faire en sorte que ça consomme moins en faisant ça. Eh bien, tout simplement parce que c'est pas un processeur. Les transistors sont agencés de telle manière qu'ils font le calcul. C'est difficile à expliquer, mais en fin de compte, bon, pas forcément directement, il peut y avoir des trucs qui font des calculs différents, mais bon, c'est optimisé pour ce type de calcul. Ce sont pas des trucs où on peut lui dire fais ceci, puis fais cela, puis fais ceci, puis fais cela. Non, c'est un truc où tu lui donnes le flux vidéo et il te rend l'image telle qu'elle doit être affichée sur l'écran, ou plus ou moins. Une simplification qui est ensuite interprétable par le processeur graphique. Donc en gros, un bitmap, un truc, je sais pas. Ça dépend comment ça fonctionne. Donc, bon, bref, vous voyez un petit peu l'idée, on envoie un signal extrêmement compressé, donc qui demandera des ressources processeurs pour être décompressé, à quelque chose qui, lui, est capable de décompresser à la volée, il reconnaît les trucs, il fait ça, ça n'a pas besoin de programme pour fonctionner, sauf un programme pour expliquer au système d'exploitation comment faire pour envoyer le truc et comment faire pour récupérer le signal, à la limite. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir, en fait, un logiciel sous forme de hardware. Alors c'est un peu difficile à comprendre, mais en fin de compte, en gros, comme je le disais, c'est comme si c'était un programme qui avait été coulé dans le silicone, c'est-à-dire, enfin dans le silicium en l'occurrence, parce que silicone c'est la version anglaise du mot, parce que c'est pas du silicone, vous savez, du gel ou je sais pas quoi, non, c'est du silicium en fait, la matière. Parce que, bon, la Silicon Valley, en fait, c'est la Silicium Valley en français. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, c'est comme si on avait fait un programme, qu'on l'avait fabriqué en hardware et paf, on l'avait mis dans le processeur, impossible de le modifier, impossible de le mettre à jour, mais voilà, c'est un décodeur hardware. Et on pourrait faire ça avec plein d'autres trucs, genre le cryptage, ça a été fait, décodage audio-vidéo, ça c'est le premier truc qui a été fait, et donc ça permet de faire en sorte que le processeur n'ait pas à s'occuper de ça. Donc en faisant ce genre de tâches, on consomme moins, on chauffe moins, la batterie dure plus longtemps, etc. C'est très très bonne idée de faire ça. Donc on utilise cette petite partie qui a été gaspillée, mais voilà, donc le truc, c'est que cette partie-là, qui peut y avoir plusieurs types de parties, hein. Ça peut être un truc pour gérer la caméra, des trucs comme ça. C'est plein de systèmes comme ça qui ont été fabriqués directement en hardware et pas en software. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire à ce propos? Oui, ça permet de gagner en chaleur, etc. Mais ça a un énorme défaut. Ça augmente la taille du processeur avec des composants qui sont pas utilisés tout le temps. Donc le processeur n'a pas 100% de ces transistors qui sont utilisés en permanence. Genre on utilise le processeur arrivé à 100% de son utilisation, aura développé le maximum de ses performances possibles, et ne pourra pas récupérer des parties de ces DSP, de ces trucs-là, de ces machins hardware, pour les utiliser, pour traiter autre chose qui est impossible à traiter par ces différents trucs. Ces trucs-là sont dédiés à une fonction et rien d'autre. Alors ça pose plein de problèmes. Le premier problème, c'est que on ne peut pas créer des décodeurs hardware pour tout ce qui existe, ça deviendrait vraiment contre-productif. Genre par exemple faire un décodeur hardware pour les JPEG, pour les PNG, pour les MP3, pour les vidéos en tout type de format possible, etc. Ça finira par prendre une place phénoménale pour des choses qu'on ne fait jamais en même temps les uns avec les autres. Donc autant utiliser le processeur normal pour faire ça. Donc c'est très limité dans ce genre-là. Et c'est pour ça que maintenant on va parler d'un autre truc, c'est le FPGA. Alors qu'est-ce que c'est que ça? Le FPGA, c'est tout simplement un type de composant qui est capable de s'adapter, ou plutôt qu'on est capable de programmer. Vous voyez, le problème, c'est que je vous ai parlé de ces programmes hardware, c'est-à-dire en fin de compte de ces trucs-là, genre décodeur H264,
gravé dans le marbre à l'intérieur du processeur. Et la question qu'on peut se poser, c'est, et si ça n'était pas gravé dans le marbre? Et si on pouvait programmer à la volée du hardware optimisé pour une tâche? Genre par exemple, je suis en train de lire une vidéo, je veux que mon hardware soit optimisé pour lire une vidéo et rien d'autre, et que le reste s'éteigne pratiquement. Et si j'ai envie de faire autre chose, genre par exemple j'ai envie de naviguer sur internet, le hardware est capable de faire popper à la volée des petits DSP spécifiquement faits pour la navigation web. Genre par exemple, un petit DSP PNG, JPEG, WebV, WebM, différents types de trucs qui popent à la volée quand on en a besoin. Genre par exemple, disons que j'ai besoin d'un décodeur, enfin le JavaScript par exemple. Le JavaScript, ça change souvent. Ça change même tout le temps. Le décodeur JavaScript change à chaque fois qu'on met à jour le navigateur web. Donc c'est pas possible d'en faire un DSP. Si on pouvait changer le processeur, l'organisation des transistors et tout ça à la volée, quand on veut, eh bien, ça c'est le FPGA. Qu'est-ce que c'est qu'un FPGA? C'est un truc qui s'appelle le Field Programmable Grid Array, un truc comme ça, c'est difficile. Bon bref, c'est un composant programmable. Et ce composant programmable, on peut le transformer littéralement en ce qu'on veut. Et on peut lui faire n'importe quoi. En fait, c'est comme un programme. On pourrait presque imaginer un compileur, un truc pour compiler du code source pour un programme classique, genre du C ou du C++, pour en faire un truc qui compile à la volée un programmeur de FPGA. C'est-à-dire quelque chose qui programmerait à la volée la façon que serait fabriqué le processeur. Et donc on pourrait créer en hardware des logiciels hardware à la volée. Genre, par exemple, Google Chrome, vous le mettez à jour, ça met à jour le binaire ou je sais pas quoi, et il y aurait un petit processeur très peu puissant, enfin, beaucoup moins puissant en fin de compte que ce qu'il faudrait pour avoir les mêmes performances qu'avec du système hardware, et ce truc-là, donc, permettrait tout bêtement de prendre ce programme, qui est en fin de compte une sorte de plan, pour fabriquer le décodeur hardware, ou en tout cas les parties les plus importantes qu'il a besoin en hardware. Genre par exemple, il y a le moteur JavaScript, il y a quelques petits trucs en JavaScript qui pourraient être très difficiles à faire, enfin qui demanderaient beaucoup de ressources CPU. Eh bien, pof, on fait popper un truc qui permet de faire ça, mais à la vitesse de l'éclair, sans consommer rien du tout, etc., parce que c'est totalement optimisé pour ça. Eh bien, on ouvre le programme, pof, ça te crée, ça alloue un morceau du FPGA, c'est-à-dire ça crée un processeur virtuel adapté à ce type de fonctionnement, et hop, ça fait un deuxième petit truc, comme je disais, pour les PNG, pour les JPEG, etc., et le tout à la volée. Et donc ça permettrait de faire en sorte d'avoir des processeurs beaucoup plus complexes, mais alors vraiment beaucoup plus complexes, peut-être aussi beaucoup plus chers. Il faudra aussi, bien entendu, très certainement améliorer la technologie des FPGA pour faire en sorte qu'ils soient très rapides à transitionner d'un type de hardware spécialisé dans quelque chose à un autre type. Genre on pourrait allouer que, on va dire maximum 10 types de hardware différents, genre 10 cœurs FPGA, ou plutôt c'est pas si facile que ça. Enfin, disons qu'on peut créer plusieurs types de hardware, mais que suivant la complexité, on pourrait par exemple en faire qu'un seul très complexe et 4 autres plus petits. Et voilà, ça permettrait comme ça de pouvoir avoir comme ça des spécifications, des spécialisations comme ça. On ouvre Chrome, hop, on a le truc très complexe qui serait par exemple quelque chose pour optimiser le JavaScript, et plein de petits quelque chose pour optimiser comme je le disais encore une fois, ça peut être les chargements de PNG, ce genre de choses. Et voilà. Donc bref, c'est de la complexification software et hardware pour obtenir de meilleures performances avec, pas forcément autant de transistors, mais avec un développement thermique, enfin je veux dire pas autant de transistors, je veux dire peut-être qu'il y aura besoin de beaucoup plus, mais le développement thermique de la chose sera beaucoup plus faible, parce que il y aura beaucoup de parties de cette ingénierie qui seront pratiquement jamais utilisées. Donc ça peut être une très bonne idée. Peut-être que les coûts seront bien plus élevés du coup, quoi. Voilà, dommage. Mais ça permettrait des performances bien plus élevées, c'est le seul moyen de pouvoir obtenir de meilleures performances, à mon avis jusque-là. Donc pour vous résumer, voici ce qu'est un FPGA, c'est un truc qui permet d'émuler, entre guillemets, mais c'est pas de l'émulation, c'est du vrai hardware, d'autres types de composants, à l'intérieur même de lui, de ce composant, parce qu'il peut réarranger
la façon dont il est fait. Par exemple, pour un émulateur, on va dire un émulateur PlayStation 3, où on va partir pour un avenir lointain. Donc un émulateur PlayStation 3, eh bien, on pourrait faire en sorte, avec un FPGA, au lieu de, vous voyez, de tout bêtement émuler ça avec un processeur beaucoup plus performant, qui permettrait donc d'émuler le processeur qui est intégré à la console, la technique serait tout bêtement de reproduire dans le FPGA des parties stratégiques de la machine. Genre par exemple, reproduire son GPU directement, recréer le GPU et le CPU dans le FPGA, mais il faudrait un gigantesque, ou quelque chose de beaucoup plus perfectionné que ce que l'on sait faire actuellement en termes de FPGA. Donc, donc d'en faire une console virtuelle, mais virtuelle dans le sens où elle est certes virtuellement là, mais elle est réelle. C'est le vrai type de hardware, plus ou moins. Il faudrait rétro-ingénierer tout ça, ça mettrait des plombes, mais c'est totalement faisable. On peut déjà faire ça avec certaines consoles. Si on achète un FPGA dans le commerce, ça existe déjà, eh bien, bon, c'est pas très puissant, etc., mais on peut émuler une Game Boy, par exemple. Et donc, ça fait une Game Boy virtuelle à l'intérieur de ce truc. Et ça, c'est vraiment, vraiment génial. Donc, avoir un FPGA intégré dans le processeur d'un ordinateur serait une excellente idée pour augmenter les performances. Alors ça peut être piloté par le système d'exploitation, mais ça peut être aussi piloté par le processeur lui-même. Exemple, disons qu'on a besoin de certains trucs. Bon, on va dire que le processeur est en train de calculer énormément de nombres entiers, et il y a une partie de nombres à virgule à l'intérieur du processeur. Il y a une partie pour calculer les nombres à virgule qui est quasiment jamais utilisée. C'est un peu le cas en réalité de nos jours. C'est surtout ça va être de plus en plus le cas petit à petit avec le fait de pouvoir utiliser le GPU à la place du processeur graphique, du processeur tout court, je veux dire, pour faire les calculs à nombre à virgule. Donc en fin de compte, cette partie-là servira pratiquement plus jamais à l'intérieur d'un processeur normal, quand les développeurs et tout le bordel auront réussi à comprendre et à faire en sorte que ce soit vraiment intéressant d'utiliser le GPU dans tous les cas et qu'on n'ait plus besoin du tout d'utiliser la partie nombre à virgule à l'intérieur du processeur. Quand ce sera fait, eh bien on pourra utiliser cette partie nombre à virgule, on pourra la transformer en FPGA, la remplacer par un FPGA. Et comme ça, c'est une partie nombre à virgule. Quand on en a besoin pour des raisons de, comment on appelle ça, de compatibilité avec des vieux programmes ou des trucs de genre, et elle pourrait se transformer en un truc pour aider la partie au nombre entier, c'est-à-dire la partie qui calcule qui fait des opérations normales dans l'utilisation d'un ordinateur. Elle pourra se transformer en quelque chose qui pourrait l'aider à la limite. Et ça pourrait donc être automatique, du coup. Il pourrait y avoir un moyen, et ça pourrait aussi se transformer en DSP de différents types possibles et imaginables. En gros, on pourrait faire en sorte que, au lieu d'avoir une partie pour calculer les nombres à virgule, et une autre partie qui est là pour faire vous voyez, une sorte de DSP pour la vidéo, DSP pour l'audio, DSP pour ceci, DSP pour cela, on a une partie commune qui serait un FPGA qui permettrait de remplacer tout ça à la volée. Et ça permettrait comme ça de ne pas du tout avoir la problématique software, et en fin de compte, ça serait le hardware uniquement qui gérerait ça en interne de lui-même, de son côté, et c'est totalement possible que Intel se dise « Oh tiens, on pourrait faire en sorte de transformer ceci. » D'ailleurs, un FPGA peut aussi, se transformer en KHL2, c'est tout à fait possible, peut se transformer en plein d'autres trucs, ça peut aussi se transformer en liaison, ça peut se transformer en plein de trucs. Donc, c'est très très important de pouvoir avoir cette espèce de chose qui peut se métamorphoser en ce dont on a besoin, qui pourrait être centralisée à l'intérieur du processeur et devenir un peu ce qu'elle veut, tout en gardant une architecture de processeur classique. Ça paraît possible. Et la dernière possibilité, qui paraît évidente, je vais y passer assez rapidement, c'est optimiser le software, parce que on a du mal à imaginer à quel point dans le software on peut optimiser des trucs. Alors bon, c'est pas non plus totalement vrai, parce que maintenant les logiciels qui compilent, etc., logiquement, c'est pas possible d'optimiser beaucoup plus. On peut gagner 10% de performance, peut-être, en faisant tout en assembleur, et encore, c'est pas certain. Et donc,
l'amélioration des logiciels de compilation, c'est-à-dire ce qui permet de transformer le code source en un vrai logiciel, peut permettre de gagner du temps, améliorer l'infrastructure, paraît beaucoup plus important que améliorer les logiciels qui permettent de compiler. Améliorer l'infrastructure d'un système d'exploitation peut améliorer les performances. Donc bon, c'est peut-être pas forcément non plus si facile que ça, parce que il y a les besoins de sécurité et tout ça qui rentrent en jeu, ce qui fait que des fois on a tendance à penser que oui, certes on peut faire un système d'exploitation plutôt complet, qui tient en 1 mégaoctet, qui ait une interface graphique, qui puisse naviguer sur internet, etc., et qui fonctionne en un éclair, même sur un ordinateur qui a plus de 30 ans, oui, c'est possible, ça s'appelle Memento OS, je crois, hein, si je me rappelle bien du truc, et ce système d'exploitation, je crois que c'est ça le nom, il avait un autre nom avant, ou alors maintenant il a un autre nom, je sais plus, c'est l'un ou l'autre, enfin, en tout cas, ce système d'exploitation, recherchez ce truc-là, ça fonctionne sur une disquette, et c'est plus avancé pratiquement que Windows 95 ou Windows 98, voire même dans certains aspects de Windows XP. Et c'est incroyable ce que l'on peut faire sur 1 mégaoctet,5 de programme. Et ça fonctionne plus rapidement que même les systèmes d'exploitation qu'il y avait à l'origine, à l'époque, c'est-à-dire en 1995 par exemple, ça fonctionne plus rapidement sur un ordinateur de 95 que les systèmes d'exploitation qui étaient donnés avec à l'origine. C'est impressionnant, et ça utilise moins de RAM. Bah oui, ça utilise que 1 mégaoctet de stockage dans une disquette. Alors imaginez la quantité de RAM que ça utilise. Sur les ordinateurs de l'époque, il pouvait y avoir des fois, on va dire 16 MO 32 MO de RAM, c'était vraiment du grand luxe. Ça doit fonctionner sans aucun problème avec 2 MO de RAM. C'est dire à quel point c'est incroyable. Donc, voyez un petit peu le niveau d'optimisation que l'on peut obtenir sur le software. Problème, encore une fois, il y a les préoccupations de maintenabilité, de flexibilité du système d'exploitation, c'est-à-dire pouvoir rajouter des pilotes, ce genre de choses. Voilà, il y a plein de préoccupations qui font que, certes c'est possible, mais est-ce que c'est vraiment praticable? Parce que beaucoup plus de temps de développement, pour obtenir un système d'exploitation qui fonctionne comme un système d'exploitation de 2001, il a fallu très certainement beaucoup plus de temps, et il a fallu qu'il sorte, genre, je sais pas exactement, peut-être qu'il est même pas encore à ce niveau-là, donc c'est dire à quel point il faut du temps. Greffer des pilotes là-dedans paraît difficile, parce que une des méthodes d'optimisation les plus simples, c'est de tout hardcoder, c'est-à-dire faire en sorte qu'il n'y ait pas de pilote graphique tout bêtement, et faire en sorte que tout fonctionne avec le protocole VESA, c'est-à-dire le truc le plus basique, bas du panier, qui permet seulement d'afficher de la 2D. En fait, on est revenu à l'époque DOS en matière de possibilités graphiques, et c'est le processeur tout court, et non pas le processeur graphique, qui doit faire tout le boulot. Donc là aussi, on arrive à un problème, c'est l'optimisation hardware sera complètement annulée par trop d'optimisation software. Difficile de trouver un terrain d'entente. Donc l'une des possibilités qui pourrait être faite, c'est tout bêtement de faire en sorte que le hardware et le software se standardisent l'un l'autre. Donc il n'y ait qu'un seul protocole, plus de pilotes, ce genre de choses, et que les deux fusionnent ensemble. Ça peut être totalement faisable, hein. C'est-à-dire faire en sorte que d'un côté le software se simplifie en enlevant les principes de pilote, et de l'autre côté le hardware se simplifie en faisant en sorte qu'il n'y ait pas un pilote pour AMD, un pilote pour Intel, un pilote pour Nvidia. Non, il y aurait que, comme pour le processeur en fait, il y aurait que une seule et unique façon de voir les choses, et au final il n'y aurait pas plusieurs protocoles à devoir gérer, plusieurs types de possibilités, celui-là utilise tel type de texture, celui-là utilise tel type de texture, celui-là a besoin de tel traitement sur la texture du coup avant d'être envoyé au GPU, et celui-là peut passer direct, enfin ce genre de choses qui complexifient le hardware extrêmement beaucoup. Et d'ailleurs ça nous fait revenir à une époque très ancienne, l'époque de DOS, où tout était réellement standardisé. Le standard VESA à l'origine n'était pas un standard de compatibilité en cas de problème si le pilote n'est pas installé. Non, le standard VESA à l'époque était le standard haute performance de l'utilisation d'une carte graphique. Il faut savoir qu'il n'y avait pas besoin de pilote parce qu'il n'y avait pas de 3D à l'intérieur de ces trucs-là, mais il y avait quand même une part d'accélération 2D tout de même, hein. Donc, bref, le standard VESA,
on pourrait inventer un standard VESA 3D, ce genre de choses, que tous les constructeurs sont obligés de faire, mais encore une fois, comme je le disais, ça rend l'évolution software, ainsi que l'évolution de leur hardware, beaucoup plus lente, parce qu'elles doivent se faire en coordination l'une avec l'autre, et parce qu'on peut pas garder le software d'avant, rajouter un pilote, et pouvoir mettre une nouvelle carte graphique plus performante. Non, on est obligé d'attendre le software, et ensuite passer au hardware, ce genre de choses. Et aussi un autre problème, si on change complètement le protocole, le nouveau hardware sera obligatoire pour utiliser le nouveau software, on ne pourra pas utiliser le nouveau software sur l'ancien hardware, ce genre de choses. C'est très complexe d'obtenir une... voilà. Mais peut-être qu'à un moment, on sera arrivé à un tel niveau d'optimisation sur la partie software qu'on pourra... hardware, je veux dire, qu'on pourra tellement rien faire qu'on pourra, vous voyez, les processus de fabrication seront pas améliorables, on pourra plus rien faire, on sera obligé peut-être d'en arriver là, quand ce sera plus rapide de faire comme ça que de faire autrement. Pour l'instant, c'est plus rapide d'améliorer les systèmes de fabrication des processeurs, de rendre les processeurs et les programmes plus complexes, mais malgré tout, plus rapide, grâce au fait qu'il y a comment dire, il y a une amélioration qui a été faite en amont dans d'autres types de sciences ou ce genre de choses qui ont permis de faire en sorte que un domaine peut progresser beaucoup plus rapidement que les autres et donc du coup les autres peuvent ne pas s'optimiser plus que ça fonctionnera sans problème et ça permettra quand même des performances bien plus hautes. Enfin vous voyez ce que je veux dire, pour l'instant c'est plus rapide de faire comme ça et ça arrange tout le monde de faire comme ça. Ça serait beaucoup plus... ça perdrait beaucoup de temps de faire autrement. Enfin voilà, je pense que j'ai fini cette vidéo. J'espère que ce sera pas trop confus pour vous parce que c'est très difficile pour moi quand je fais ce genre de vidéo de comprendre sur quoi vous risquez de buter parce que c'est clairement pas facile de suivre. J'espère que sans comprendre tout, vous arriverez quand même à comprendre un minimum les enjeux qui se cachent là-dedans. Et voilà, je pense que j'ai plus rien de spécial à dire. Et je vous dis salut à tous et à la prochaine!